soir. Et les questions, vous pourrez les poser via la conversation. On tâchera en tout cas de répondre à un maximum et si c'est pas le cas, en tout cas, on prendra toutes les questions et on les reprendra, dans une FAQ que l'on mettra à disposition, par la suite. Voilà un petit peu pour les éléments, pratico-pratiques, du fait de cette séance. Donc, peut-être en tout cas vous dire que c'est un premier temps pour nous en région Grand Est, hein, que de présenter, ce dispositif Mon bilan prévention. Il se veut effectivement être, une première présentation, en lien avec la DGS que je remercie à nouveau, pour ensuite prévoir, effectivement en fonction des besoins que l'on pourra identifier, d'autres temps plus spécifiques, peut-être même plus territoriaux, pour répondre aux questions auxquelles on ne pourra pas répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, on s'engage en tout cas à pouvoir poursuivre ces échanges, suite à ce premier temps organisé aujourd'hui. Donc c'était un élément important que je tenais à préciser là et je vous propose peut-être que l'on débute et je laisse la parole du coup à madame, Jacob Schumacher. J'espère que j'écorche pas votre nom de famille. Pas de souci, vous inquiétez pas. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir parmi vous pour vous présenter justement ce dispositif extrêmement innovant. Je tiens à dire que nous sommes le premier État à se lancer sur un dispositif dédié spécifiquement à la prévention. Cela veut dire que, contrairement à d'autres politiques publiques où on va quand même aller voir ce que font les Allemands, ce que fait la Suisse, ce que font les Canadiens, là, nous n'avons pas eu d'autres exemples. Donc, nous avons tout co-construit avec vos représentants nationaux depuis le printemps, mais également avec d'autres types d'acteurs qu'on détaillera. Ce caractère de co-construction qui est extrêmement important, vous allez voir que en fait, il marque l'ensemble du dispositif et je vous présenterai aussi les différents documents qui seront mis à votre disposition, qui intégreront pour certains d'entre eux déjà le retour d'expérience du programme pilote dès la semaine prochaine, mais tout ça reste encore en cours d'affinage. Voilà, donc on peut rentrer dans le vif du sujet et démarrer peut-être en allant sur la seconde diapositive. Pour vous expliquer d'où vient le bilan prévention. Il a été en fait mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale de 2023, qui a effectivement prévu d'instaurer en France des rendez-vous de prévention. Et ce dispositif correspond en fait à une annonce du président de la République de 2022. L'objectif précis de ces bilans de prévention, c'est le ministre Brown qui a choisi le terme de bilan de prévention au mois de juillet dernier. Donc, ce bilan de prévention doit permettre en fait à chaque citoyen de devenir réellement acteur de sa santé. Et cela permettra donc en France de structurer une démarche de prévention à 4 âges clés de la vie. J'y reviendrai par la suite lors d'une autre diapositive. Et ainsi de favoriser les comportements favorables à la santé. Naturellement, nous n'avons pas construit ce dispositif tout seul depuis le 7e arrondissement. Nous sommes allés d'abord consulter le Haut Conseil de la santé publique qui a rendu un rapport et qui a été publié le 22 juin 2023, que vous pouvez consulter, il est en ligne. Et dans la diapositive suivante, je vais vous synthétiser les principales recommandations en fait, du Haut Conseil à la santé publique, donc ce qui nous permet, on va dire, d'avoir une assise scientifique pour ces bilans de prévention. Donc, dans son avis, le Haut Conseil à la santé publique estime que ce dispositif peut avoir effectivement une efficacité. Et cette efficacité va se retrouver en termes de mortalité faible et également d'un bénéfice important qui est possible à condition d'avoir une phase d'amont qui est extrêmement bien structurée et une phase d'aval qui, elle également, doit être bien organisée pour pouvoir permettre justement aux assurés sociaux d'aller chercher les éventuelles ressources dont ils ont besoin pour favoriser ce changement d'habitude. Donc, il y a des conditions très précises qui ont été en fait énoncées par le Haut Conseil à la santé publique. Ce Haut Conseil estime que ces bilans prévention marcheront et nous apporteront collectivement des gains pour notre système de santé, mais également au niveau individuel pour chaque personne, des gains pour sa santé, si nous adoptons collectivement une approche pluridimensionnelle de la santé, donc
faire comprendre à l'assuré social qu'il peut agir sur plusieurs déterminants de santé. Et nous allons donc, grâce à ce dispositif nouveau, essayer en fait, d'inciter les assurés sociaux à mieux comprendre quels sont les comportements et les environnements favorables à leur santé physique, mais également au bien-être mental, parce que c'est une réelle priorité. Il est aussi important, en termes de réussite, de prendre en compte le niveau de littératie des personnes et leur capacité d'empowerment. Je suis désolée, c'est encore un terme anglais qui traîne par là, mais il n'y a malheureusement pas d'équivalent réellement parlant en français, si ce n'est le terme de souveraineté en termes de santé, mais il n'est pas encore très, très répandu. Donc voilà, l'idée, c'est justement de pouvoir donner les bons éléments aux assurés sociaux pour qu'ils puissent agir correctement sur leur santé. Il y a une autre condition de réussite, c'est la formation des différents professionnels de santé. Et vous avez tous été formés à la santé dans le cadre de votre formation initiale et peut-être que vous avez suivi aussi des actions de formation continue par rapport à la prévention. Mais sachez qu'on va aussi vous mettre à disposition, grâce à l'EHESP, une plateforme d'e-learning que vous pouvez consulter au moment qui est le plus adéquat pour vous et selon la durée qui correspond aussi au temps disponible que vous avez pour vous former sur différents types de modules, mais j'y reviendrai. Et enfin, les deux conditions réellement très importantes pour que ces bilans de prévention portent des fruits en termes de santé publique, il faut effectivement bien organiser l'amont. Concrètement, cela veut dire que pour les publics vulnérables, il faudra que les ARS mettent en place des dispositifs d'aller vers. À ce stade-là, et je rassure tout de suite les collègues de l'ARS Grand Est, nous restons sur une idée de vous envoyer de commencer à travailler avec vous sur ces thématiques-là lors du premier semestre 2024. Parce qu'effectivement, comme on est dans une phase de co-construction et que c'est un chantier quand même gigantesque, nous n'avons pas encore réussi à travailler suffisamment dans le détail sur cette partie-là, mais ça viendra. Et il y a effectivement l'organisation de la partie aval. Vous allez voir par la suite que cela se matérialise notamment par un annuaire. Et là aussi, je tiens à saluer l'immense travail des ARS qui sont en train de recenser toutes les ressources qui seront inscrites dans cet annuaire qui structurera l'aval. Et on peut passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc là, on rentre sur vraiment la présentation concrète des bilans de prévention. Donc, ils vont s'adresser à 4 groupes de population qui correspondent à 4 âges clés de la vie. Ces âges clés ont été définis justement par le Haut Conseil à la santé publique. Nous avons les 18-25 ans, puis les 45-50 ans. C'est cette tranche d'âge-là qui est en train de tester le dispositif dans le cadre du programme pilote dans les Hauts-de-France. Et puis, il y a les 60-65 et les 70-75 ans. Le Haut Conseil a identifié des objectifs spécifiques à certaines de ces tranches d'âge qui sont donc dans ces pavés bleus. Pour les jeunes, les jeunes de 18-25 et les 45-50, on va là plutôt essayer de viser un dépistage des facteurs de risque et accompagner vers des changements de comportement. Et pour les 60-65, 70-75 également, ces bilans de prévention ont aussi pour objectif de repérer en fait les fragilités pour justement aider l'assuré social à mieux préserver son autonomie future. Le contenu a également été aligné sur les recommandations du HCSP en termes de durée. L'entretien est prévu pour durer une trentaine, voire 45 minutes, dans le cas où le professionnel de santé ne connaîtrait pas déjà la personne. Pour être tout à fait transparente avec vous, les premiers retours d'expérience du programme pilote dans les Hauts-de-France montrent que la discussion tourne plutôt autour de 1 heure. Donc, en conséquence, nous avons déjà commencé à raccourcir les différents documents qui sont utilisés durant l'entretien des bilans prévention pour que justement la durée soit plus vers, on va dire, la durée préconisée par le HCSP. Au niveau des thématiques préconisées, il y en a à peu près une quinzaine qui nous semblent essentielles pour justement avoir cette approche holistique de la santé. Je vous rassure tout de suite, ces 15 thématiques ne doivent pas forcément être abordées lors de ce bilan. En revanche, il est fortement recommandé d'inciter l'assuré social à en choisir une ou deux qui deviennent, on va dire, des thématiques prioritaires sur lesquelles il souhaite modifier, on va dire, ses comportements. Et c'est sur ces thématiques-là qu'il faudra travailler avec lui et établir les différents documents.
J'arrive enfin aux professionnels de santé qui vont pouvoir effectuer ces bilans de prévention sur la base du volontariat. C'est vraiment un nouveau dispositif que le ministère met à votre disposition et c'est à vous, professionnels de santé, de voir si vous avez envie de participer à cette aventure de la prévention et de proposer à votre patientèle d'effectuer ces bilans de prévention, ou vous pouvez aussi choisir de proposer ces bilans de prévention à des personnes qui ne sont pas actuellement dans votre patientèle. Donc, vous êtes tout à fait libre. Ces 4 professions sont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes. Nous proposons effectivement à ces 4 catégories de professionnels de manière à pouvoir susciter des vocations et du volontariat sur on va dire, un maillage territorial extrêmement large. Et je rassure aussi tout de suite les ARS, enfin l'ARS Grand Est, je crois que je l'avais dit lors d'une précédente réunion, il n'y a aucune cible spécifique qui est fixée par territoire. Nous voulons vraiment que ce dispositif soit fondé sur le volontariat des professionnels de santé. Donc, nous verrons bien dans les prochains mois s'il y a effectivement suffisamment d'offres au niveau territorial, rural par exemple, ou s'il y a une concentration sur la ville. Et puis, on verra comment collectivement on ajustera à ce moment-là. Le dernier élément qui est important pour bien comprendre les bilans prévention, c'est qu'en fait, il s'agit d'une prévention hybride. Les bilans prévention ont vocation à développer la prévention primaire qui vise vraiment à aider un assuré social à changer ses habitudes de vie pour qu'il aille vers des habitudes ou des comportements beaucoup plus favorables à la santé, comme par exemple bien respecter les 30 minutes d'activité physique par jour ou de respecter le principe d'une alimentation équilibrée. Donc ça, c'est vraiment pour permettre à chacun de bien comprendre quels sont les grands déterminants de santé et de pouvoir devenir acteur de sa propre santé. Mais il y a aussi des objectifs de prévention secondaires pour les bilans prévention et c'est cela aussi qui nous intéresse, nous, en tant que collectivité responsable, on va dire, de l'offre de soins en France. Il s'agit par exemple d'améliorer les taux de recours au dépistage dans le domaine du cancer, de la lutte contre le cancer, mais également les taux des couvertures vaccinales, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment un caractère hybride à ces bilans de prévention. Et on peut passer à la diapositive d'après. Merci beaucoup. Donc là, je vais vous présenter concrètement les 3 étapes de ces bilans prévention. Donc nous avons effectivement tout d'abord l'amont, qui consiste tout simplement dans une campagne de communication sur la prévention telle qu'elle sera proposée effectivement en 2024 en France. Donc il y aura une grande campagne de communication nationale avec des spots télé, des spots radio, des relais aussi sur les réseaux sociaux qui va être organisée à partir de fin janvier 2024. Cela veut dire que les personnes qui sont dans votre patientèle entendront parler des bilans prévention et c'est à ce moment-là qu'elles auront effectivement l'envie peut-être d'aller effectuer un tel bilan avec vous. Il y a l'assurance maladie, et je salue du coup les collègues, qui va aussi venir en appui de cette campagne de communication nationale en envoyant de manière échelonnée à partir du printemps des emails d'invitation pour participer à des bilans prévention. Ce sont les assurés sociaux qui sont dans les 4 tranches d'âge qui vont recevoir ces emails et qui pourront, à cette suite, on va dire, prendre rendez-vous avec le professionnel de santé de leur choix. Mais un assuré social peut, dès lors qu'il fête son 18e anniversaire et jusqu'au 25e, et puis voilà, pour les 4 tranches d'âge, peut tout à fait venir chez un professionnel de santé et demander à avoir un bilan prévention, même s'il n'a pas encore reçu le mail d'invitation de l'assurance maladie. Et puis, il y aura aussi les opérations d'aller vers que les ARS mettront en place. Une fois que cet amont lié, on va dire, à la communication et à l'information sur l'existence de ce dispositif a été réalisé, l'assuré social peut remplir un auto-questionnaire. Ces auto-questionnaires sont spécifiques à chaque tranche d'âge, parce qu'il n'y a pas toujours effectivement les mêmes objectifs de dépistage, par exemple, et ils sont aussi adaptés aux spécificités de vie de ces tranches d'âge-là. En clair, ce n'est pas dans le questionnaire 18-25 que nous trouverons les questions sur la ménopause.
pour prendre un exemple extrêmement parlant. Cet auto-questionnaire sera en ligne, donc en version électronique à partir du 24 janvier et il sera disponible sur Mon Espace Santé. Mais vous pouvez déjà le télécharger sur le site internet du ministère et vous aurez après un QR code qui vous renvoie vers le site où sont tous les documents. Et j'appelle votre attention sur le fait que l'auto-questionnaire, là, tel qu'il est présenté, tel qu'ils sont présentés actuellement, n'intègre pas encore le retour d'expérience complet du programme pilote des Hauts-de-France qui est encore en cours. On aura une première version intégrant la première vague de ce retour d'expérience la semaine prochaine. Ne me demandez pas si c'est le 26 ou le 27, ça va dépendre de l'activation par les collègues du service informatique. Et puis après, nous avons une deuxième phase de retour d'expérience du programme des Hauts-de-France pour la mi-janvier, ce qui me permet de penser que vers le 24 janvier, on devrait avoir la version consolidée. Cet auto-questionnaire est facultatif et on y reviendra par la suite. Une fois que cet auto-questionnaire a été rempli, la personne peut prendre le rendez-vous avec le professionnel de santé par le moyen, enfin, on va dire par les modalités de prise de rendez-vous que vous, en tant que professionnel de santé, vous définissez. Donc, si vous travaillez actuellement avec une plateforme de prise de rendez-vous, vous pouvez vous rapprocher de cette plateforme pour lui demander qu'elle active un bouton ou qu'elle indique sur votre page de prise de rendez-vous que vous proposez ces bilans de prévention. Et c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez indiquer à cette plateforme si vous souhaitez offrir ces bilans de prévention uniquement à votre patientèle ou si vous les ouvrez on va dire, à d'autres types de personnes. Voilà, vous pouvez aussi vous enregistrer sur le site santé.fr sur lequel vous pouvez en fait renvoyer vers ou votre numéro de téléphone ou votre plateforme de prise de rendez-vous. Puis nous arrivons vraiment sur le moment du rendez-vous, donc l'échange en présentiel entre le professionnel de santé et l'assuré social. Et nous aurons une prochaine diapositive qui nous détaillera les 3 grandes phases de ces bilans de prévention. À l'issue du bilan de prévention, il y a un document qui s'appelle Mon plan personnalisé de prévention, qui est rempli de manière concertée entre le professionnel de santé et l'assuré social. Et c'est dans ce document-là que sont indiquées les 2 ou 3 grandes priorités en matière de prévention que l'assuré social souhaite, on va dire, mettre en œuvre dans sa vie quotidienne. Et c'est dans ce document-là donc, que vous, en tant que professionnel de santé, vous pouvez noter justement des conseils pratiques pour que l'assuré social, par exemple, puisse trouver davantage de temps pour réaliser son activité physique quotidienne, donc ces fameuses 30 minutes que nous devons faire. Ces conseils-là, concernant toutes les 15 thématiques, sont dans des documents que je vous présenterai par la suite. Il peut aussi, pour certains assurés sociaux, y avoir un besoin de les orienter vers d'autres professionnels de santé, par exemple pour un rattrapage vaccinal ou pour des actions de dépistage liées au cancer qui soient plus poussées. Donc, c'est aussi dans ce document, ce plan personnalisé de prévention que vous pourrez noter ces différents éléments-là. Ce plan personnalisé de prévention est conçu vraiment pour être un document extrêmement pratique pour l'assuré social, qu'il peut, s'il le souhaite, et que le climat s'y prête bien, tout à fait afficher, par exemple, sur son frigo, pour justement penser régulièrement à bien conserver ces nouvelles habitudes en santé. Donc voilà pour la présentation sur ce chemin de la prévention. Donc, nous pourrons passer à la diapositive suivante, voilà, qui effectivement détaille un tout petit peu plus cet auto-questionnaire. Donc, il est effectivement spécifique à chaque tranche d'âge, mais il comporte environ une quarantaine de questions et il est réalisé en moins de 10 minutes. Nous l'avons testé ici et puis dans le cadre du programme pilote, il est également testé, mais il n'y a pas de difficulté qui remonte à ce stade-là sur le remplissage de cet auto-questionnaire. Donc, l'objectif avec ces 40 questions qui portent sur un nombre de thématiques assez large, c'est justement d'aider déjà l'assuré social à prendre conscience de ses différentes habitudes de vie et à se dire que si on lui pose des questions sur son sommeil, c'est que le sommeil est un élément important pour sa santé. Et à partir du 24 janvier, pour les versions électroniques qui seront remplies sur Mon Espace Santé,
l'auto-questionnaire générera automatiquement des premiers conseils de prévention qui seront adaptés à la personne qui l'a rempli au regard des réponses qu'il a remplies pour cet auto-questionnaire. Cet auto-questionnaire vise aussi à faciliter, on va dire, votre prise de connaissance du cadre dans lequel évolue l'assuré social et donc doit vous permettre, on va dire, d'identifier plus rapidement les différents facteurs de prévention sur lesquels l'assuré social peut agir. Il faut effectivement rappeler que l'auto-questionnaire n'est pas obligatoire pour accéder à un bilan de prévention. L'assuré social, pour différentes raisons, peut refuser d'aller sur Mon Espace Santé, peut ne pas pouvoir être capable d'imprimer cet auto-questionnaire ou ne souhaite simplement pas le remplir parce qu'il préférera l'évoquer avec vous. Donc, c'est à vous de voir s'il a été rempli ou pas. Vous pouvez tout à fait aussi, par contre, proposer à un assuré social qui n'aura pas rempli l'auto-questionnaire de le remplir dans la salle d'attente en attendant que vous le preniez voilà, dans votre bureau pour pouvoir évoquer avec lui ses bilans prévention. Et on peut passer à la diapositive d'après. Donc là, on rentre effectivement sur les 3 grandes étapes du bilan de prévention, donc pendant cet échange en présentiel. Pour l'instant, il n'y a pas de téléconsultation qui est possible pour les bilans prévention, parce que nous abordons des sujets qui sont quand même un peu complexes. Il y a toute une dimension de motivation qui font que le choix a été fait justement de ne pas offrir ce dispositif en mode téléconsultation. Alors, la première étape est justement sur le repérage des facteurs de risque et la priorisation des grandes thématiques sur lesquelles l'assuré social souhaite agir sur sa santé et souhaite modifier ses habitudes. Donc, on vous conseille en fait de discuter avec lui et de choisir un à deux sujets prioritaires pour pouvoir justement, dans la seconde phase, discuter avec lui de manière à le motiver pour qu'il puisse changer ses habitudes de santé. Il faudra peut-être lui donner des conseils parce qu'il n'aura pas forcément compris quel sera par exemple l'enjeu d'avoir 30 minutes d'activité physique par jour ou il dira peut-être qu'il est difficile pour lui d'avoir une alimentation équilibrée, donc il conviendra d'essayer de le conseiller pour que justement il prenne conscience que oui, il peut avoir des leviers à sa disposition. Pour cette seconde phase, nous avons rédigé différents documents que je détaillerai après, mais qui vous donnent à chaque fois des conseils ou des espèces d'éléments de langage que nous avons voulu les plus pragmatiques possibles sur des conseils qui s'intègrent facilement dans la vie quotidienne de chacun et, si possible, qui ne coûtent rien parce que nous savons qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat. Donc vraiment, on a essayé d'être extrêmement concret. Mais je vous dis aussi qu'effectivement, les bilans de prévention, c'est un dispositif qui est co-construit, mais qui est aussi on va dire, qui s'inscrit dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. Alors, vous pouvez dire, et vous aurez raison, que c'est du jargon parisien. Ça veut tout simplement dire que sur l'année qui vient, on va mener des évaluations assez poussées et scientifiques naturellement sur la mise en œuvre réelle de ces bilans de prévention et on reste naturellement ouvert à toute amélioration de ce dispositif, que ça soit sur le timing, sur la longueur des documents, mais aussi sur le contenu de ces documents. Je répondrai aux questions qu'il y a dans le chat peut-être après, parce que là, sinon, ça va être un petit peu délicat. Et j'arrive après sur la troisième phase de ce bilan de prévention, qui est la rédaction en commun avec l'assuré social de son plan personnalisé de prévention. Voilà, qui est vraiment une étape extrêmement importante parce qu'elle matérialise, c'est tout simplement une feuille A4, hein, justement les objectifs que se fixe l'assuré social. Il s'agit aussi d'identifier ses freins au quotidien. Justement, une personne, notamment dans cette fameuse génération sandwich des 45-50, vous dira qu'elle n'a pas le temps pour faire son activité physique de 30 minutes. Il faudra voir avec elle si elle ne peut pas peut-être, si elle utilise des transports en commun, descendre une station de tramway peut-être avant son lieu de travail. Comme ça, elle peut intégrer quelques minutes de marche, si elle peut prendre davantage les escaliers. Voilà, on a essayé de trouver des conseils les plus pragmatiques et simples possibles à mettre en place. Et comme dit, il y a pour certains types d'assurés sociaux, il y aura peut-être besoin de les orienter vers d'autres professionnels de santé pour entrer dans des démarches de dépistage plus poussées. Et donc, c'est à cet endroit-là que vous pourrez justement indiquer ces conseils-là. On peut passer à la prochaine diapositive,
qui porte effectivement sur les différents documents que nous avons préparés. Donc, vous avez là le QR code, mais je pense que, comme pour l'ARS Occitanie hier, votre ARS Grand Est vous transmettra le PowerPoint. Donc, vous pourrez trouver effectivement ces documents. Donc, ces documents sont déjà accessibles sur le site du ministère, mais la version qui figure jusqu'à mardi ou mercredi prochain ne comporte pas encore l'intégration de la première vague du retour d'expérience du programme pilote dans les Hauts-de-France. Donc, pour vous faciliter, on va dire, l'appropriation de ce dispositif qui est nouveau, nous avons préparé plusieurs types de documents. Et tous ces documents ont fait l'objet aussi d'une co-construction avec vos représentants nationaux, mais aussi avec les ordres, avec des sociétés savantes. Et nous les avons testés aussi sur des focus group et également dans le cadre du programme dans les Hauts-de-France. Donc, vous avez un livret de présentation qui vous rappelle la philosophie, on va dire, des bilans de prévention et qui vous explique les différentes phases que je vous ai présentées sur la diapositive précédente. Puis, vous avez une quinzaine de fiches thématiques qui correspondent aux grandes thématiques que les assurés sociaux peuvent aborder avec vous et qui sont considérées comme étant des thématiques très importantes en termes de prévention. Et dans ces fiches thématiques qui sont jugées pour certains comme étant un petit peu longues, elles font parfois 3 à 4 pages. Elles sont effectivement un petit peu longues parce que je rappelle qu'il y a 4 catégories de professionnels de santé qui peuvent effectuer ces bilans prévention. Donc, vous n'avez pas tous tout à fait les mêmes, on va dire, formations initiales en termes de prévention. Donc, il a fallu faire des fiches qui répondent aux différents besoins. Mais nous avons bien écouté les professionnels de santé des Hauts-de-France qui nous disent qu'ils veulent des fiches plus synthétiques. Donc, mes équipes sont en train de préparer des fiches effectivement aussi beaucoup plus synthétiques. Et c'est dans ces fiches thématiques-là que vous trouvez des exemples et des éléments de langage pour les patients. Et puis, il y a aussi les autoquestionnaires qui sont en ligne. Pendant le bilan, vous avez aussi une fiche d'aide au repérage des risques qui vous aide justement à bien identifier pour chaque classe d'âge, on va dire, les différents risques sur lesquels la prévention peut être utile. Et cette fiche d'aide au repérage des risques, début octobre, donc pour le démarrage du programme pilote, elle faisait 2 pages et les professionnels nous ont expliqué que voilà, c'était notamment ces 2 pages-là qui conduisaient à avoir des entretiens de presque 1 heure. Donc, nous les avons écoutés et cette semaine, nous avons réussi à réduire cette fiche à 1 page et demie. Donc, on pense que ça va vous aider à avoir des entretiens, on va dire, qui sont mieux calibrés, mais je reste ouverte avec mes équipes à les réduire encore davantage si cela est exprimé. Voilà. Pour l'aval, donc vous avez là deux documents qui sont extrêmement importants. Donc, c'est ce plan personnalisé de prévention qui est simplement une feuille A4 qui comporte différents items. Et puis, vous avez surtout la cartographie de ressources de prévention. Alors là, c'est une cartographie en ligne qui est extrêmement utile, qui a été organisée pour que justement par différents mots-clés qui correspondent aux grandes thématiques, vous puissiez identifier de manière simple et rapide les différentes ressources qui existent à la fois au niveau national, comme par exemple des sites internet. Je rappelle que Santé publique France a développé un site qui s'appelle la Fabrique des menus, qui permet de trouver très facilement des menus adaptés pour 2, 3, 4 personnes, végétariens, pas végétariens. Voilà, et qui est gratuit et qui propose des menus diététiques et bons. Enfin, il manque la partie enfant, mais ça, on y travaillera plus tard. Voilà, donc c'est un exemple de ressource au niveau national qui est gratuite et disponible pour tous les Français et même ceux qui sont en dehors de nos frontières. Mais cette cartographie de ressources de prévention, elle va surtout être extrêmement intéressante pour vous parce qu'elle va comprendre les ressources locales. Et je salue vraiment le travail des ARS qui sont en train de compiler sur chacun de leurs territoires toutes les ressources en matière de sport santé, les ressources par rapport au dépistage ou d'autres actions de prévention. Et ces ressources-là sont en train d'être chargées progressivement sur cet annuaire qui sera donc en ligne et qui sera ouvert à partir du 24 janvier. Et l'enrichissement de cet annuaire sera progressif parce que
La charge de travail, en fait, pour recenser toutes les ressources est assez grande. Nous l'avons sous-estimée et donc les ARS ne pourront pas avoir tout chargé d'ici le 24 janvier, mais l'arbitrage a été pris la semaine dernière, encore par le ministre Rousseau, de quand même déjà ouvrir au 24 janvier parce que nous voulons que vous, si vous souhaitez proposer des bilans prévention dès le 24 janvier, vous pouvez déjà vous appuyer sur cette cartographie, mais elle ne sera pas encore complète. On peut passer à la diapositive suivante. Ah oui, non, pardon. Et j'ai aussi très important, si vous souhaitez déjà vous approprier donc ces documents, ils sont en ligne, vous pouvez y aller. Et il y a aussi un webinaire de l'EHESP qui dure environ 2 heures, que vous pouvez écouter au moment où vous le souhaitez, qui vous réexplique, on va dire, toute la philosophie de ce dispositif-là. Et attention, le webinaire, on l'a enregistré le 12 octobre dernier, donc il ne comporte pas les éventuels éléments de retour d'expérience des Hauts-de-France. Et on peut passer effectivement à la diapositive suivante. Donc là, j'en ai déjà parlé, c'est cette fameuse cartographie de ressources d'aval. Donc c'est un énorme travail des ARS avec la direction du numérique en santé. Donc là aussi, vous avez le QR code qui vous permet d'y accéder directement. Voilà, donc c'est un outil qui sera extrêmement riche et intéressant. On peut passer à la diapositive suivante. Et justement, comment s'inscrire en tant que professionnel de santé. Donc, vous avez différentes techniques en fait qui sont mises à votre disposition pour vous signaler si vous le souhaitez être volontaire pour les bilans de prévention. Vous pouvez vous inscrire sur le site santé.fr et cette diapositive vous explique comment les 4 étapes qui sont à remplir pour pouvoir vous inscrire. Vous pouvez aussi vous rapprocher de la plateforme de rendez-vous que vous utilisez habituellement. Nous avons été en contact avec elles lors de 2 réunions la semaine dernière. Donc, elles savent que des professionnels de santé peuvent se rapprocher d'elles pour justement demander à activer des macarons ou des boutons pour pouvoir indiquer que vous êtes professionnel volontaire pour ce nouveau dispositif. L'enregistrement sur le site de santé.fr, donc pour l'instant, se fait vraiment à votre discrétion. C'est vous qui choisissez si vous voulez vous inscrire là ou si vous préférez recourir à votre plateforme de rendez-vous. La discussion qui est en cours avec ces plateformes, c'est que à partir, a priori, du mois de juin, le site santé.fr reprendra, on va dire, l'ensemble des professionnels de santé qui se sont déclarés volontaires aussi sur les plateformes de prise de rendez-vous, de manière à pouvoir offrir à partir du mois de juin à nos compatriotes une cartographie claire sur tous les professionnels de santé qui proposent à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail ces bilans de prévention. Voilà, mais si vous voulez, vous pouvez déjà aller sur le site et vous verrez les professionnels de santé des Hauts-de-France qui y participent et qui sont volontaires. On peut passer à la diapositive suivante. Sur la tarification, donc là, il y a eu un arbitrage sur le fait que la tarification est identique pour les 4 professionnels de santé et ce bilan de prévention est donc rémunéré à hauteur de 30 €. Il y aura 2 situations dans lesquelles des actes pourront être facturés en plus du bilan de prévention. La première situation, c'est celle de la réalisation d'un acte de prévention dans le cadre d'un programme de santé publique. Donc, par exemple, pour une sage-femme ou pour des infirmiers, c'est par exemple le fait de vacciner à l'issue du bilan de prévention. Et la deuxième situation, c'est la réalisation d'un acte relatif à un diagnostic réalisé au décours de ce bilan de prévention, comme par exemple une consultation avec un examen clinique et une prescription d'examens complémentaires par des médecins ou par des sages-femmes. La facturation de ces actes complémentaires donc, ne doit pas être systématique et ne doit être réalisée que dans les cas où effectivement la situation de santé de l'assuré social le nécessite. Donc, je tiens tout de suite à répondre aux questions. Je sais, pour avoir participé à d'autres visios de lancement dans les autres territoires, qu'effectivement, le montant de 30 € est jugé insatisfaisant. Et j'en suis désolée, mais nous n'avons pas pu obtenir davantage. Je répondrai quand même à vos questions sur ce sujet-là, si vous le souhaitez par la suite. Et on peut passer à la prochaine diapo, qui concerne effectivement les
points divers. Donc là, effectivement, votre ARS a choisi de faire un petit zoom sur le retour d'expérience en Hauts-de-France. Donc, il y a effectivement plusieurs points positifs qui sont déjà relevés. Donc, on a une mobilisation des professionnels de santé extrêmement forte grâce au CPTS. Parce que ces CPTS ont permis une communication très intensive et un accompagnement de proximité pour prendre en main ce dispositif. Et les professionnels de santé qui sont volontaires et qui ont participé à ces bilans de prévention soulignent déjà plusieurs points positifs. Ils trouvent qu'ils ont un réel intérêt à avoir enfin un temps dédié pour parler de la prévention avec leur patientèle et pour aborder le sujet de la santé dans sa globalité. Il y a même certains professionnels de santé qui ont découvert des choses sur des patients qu'ils suivaient depuis une dizaine d'années, comme par exemple l'exposition à des risques liés à des polluants au sein même du domicile de la personne. Et ces bilans de prévention tels que le ressentent les professionnels de santé participant à ce programme pilote, c'est que ces bilans permettent en fait des échanges de qualité qui suscitent ou qui renforcent la confiance entre le professionnel de santé et les assurés sociaux. Et globalement, ces bilans de prévention sont aussi bien reçus au sein de leur patientèle et favorisent une libération de la parole. On peut passer au point d'attention parce que c'est normal, c'est un dispositif qui est nouveau, pour lequel, malgré toute l'attention qu'on y a portée et toutes les consultations qui ont été menées depuis le printemps, il y a forcément des points que nous n'avons pas vus. Et donc, c'était tout l'intérêt de cette expérimentation sur le terrain. Donc, il y a, je l'ai déjà indiqué, une valorisation financière qui est jugée insuffisante compte tenu de la durée et du contenu. Il y a aussi la problématique des professionnels de santé qui sont salariés et qui, pour l'instant, en l'état actuel de la réglementation, ne peuvent pas coter d'actes et donc, pour l'instant, ne peuvent pas facturer, on va dire, des bilans prévention. Je rappelle que ces professionnels sont comme les autres, sont juridiquement autorisés à faire des bilans formation, des bilans de prévention, mais on achoppe sur la problématique de la facturation. Et j'étais encore dans le bureau du directeur général de la santé il y a 1 heure et demie pour lui dire que de remonter à nouveau ce point-là au cabinet santé pour que on voit comment on peut faire avec la direction de la sécurité sociale pour lever cette problématique-là qui concerne aussi les infirmières IPA. Il y a donc aussi une difficulté de recrutement pour les pharmaciens qui estiment que leur rôle en prévention n'est pas assez connu. Donc là, j'espère que la campagne nationale de communication permettra justement de faire comprendre aux Français que oui, les pharmaciens peuvent aussi leur donner des conseils très adaptés en matière de prévention. Et enfin, nous détectons pour l'instant, et c'est un point un peu satisfaisant, qu'il y a une adhésion majoritaire plutôt des catégories socioprofessionnelles aisées au dispositif et que le souci de la prévention n'est pas encore suffisamment partagé par l'ensemble de la population. Donc là aussi, on travaillera activement avec les ARS pour justement mettre en place des dispositifs d'aller vers. Et puis, lors de la généralisation, on verra si les campagnes de communication nationale, les invitations par l'assurance maladie permettent aussi justement d'inciter les autres groupes de population, on va dire, à se prendre ces 30 minutes ou ces 45 minutes de temps dédiés à leur prévention. Je rappelle juste que pour le programme pilote en Hauts-de-France, l'assurance maladie, pour des raisons techniques, il n'était pas possible, on va dire, d'envoyer des mails d'invitation aux assurés sociaux dans les bassins des CPTS. Donc ça n'a pas été fait. Je pense que c'était la dernière diapositive. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a déjà eu des éléments de réponse à apporter au fur et à mesure hein, par vos collègues durant votre présentation, mais quelques questions, je pense, subsistent. Peut-être, Nathalie, je te laisse peut-être les exposer. Tu as parlé de... Donc, par rapport aux questions, un certain nombre en effet ont eu une réponse sur la possibilité à toutes les professions paramédicales de faire des bilans de prévention. Peut-être que la DGS voulait peut-être répondre, que tout le monde soit au clair.
Oui, donc il y a 4 catégories de professionnels de santé qui peuvent, on va dire, proposer ces bilans de prévention, qui sont autorisés juridiquement à les proposer. Donc ce sont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes. Et je tiens à préciser pour les sages-femmes que vous pouvez proposer ces bilans de prévention à des femmes, mais également à des hommes. Nous n'avons pas fermé juridiquement ce point-là, mais lors des focus group, notamment 60-65 ans, auquel j'ai assisté, il était certain que pour ces messieurs, il n'était pas envisageable d'aller voir une sage-femme. Voilà. Mais on laisse tout ouvert. Si vous, en tant que sage-femme, vous êtes ouvert à faire des bilans de prévention proposés à des messieurs, allez-y, il n'y a pas de souci. Il y Voilà. avait une question plus spécifique sur la participation des masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État à ces bilans de prévention. Non, ce n'est pas prévu. Ensuite, bon, il y avait des remarques sur les autoquestionnaires qui sont déjà disponibles sur Amélie et comme vous l'avez dit, qui seront de toute façon ensuite consolidés après le 24 janvier. Il y avait une question sur le rôle de la médecine préventive. Oui, alors, donc je l'ai dit, c'est bilan prévention, comme nous sommes les premiers à nous lancer dans cette aventure collective de la prévention proposée, on va dire, aux assurés sociaux dans 4 tranches d'âge. Ce chantier étant gigantesque, on n'a pas pu avancer aussi vite que prévu sur toutes les dimensions du chantier. Et là, le programme pilote nous a beaucoup mobilisés ces derniers mois. Donc, la partie négociation avec le ministère du Travail pour activer la médecine de prévention au travail, nous n'avons pas pu aller aussi loin pour l'instant que ce que nous avions prévu. Mais cela figure au niveau des axes que nous activerons probablement plutôt au printemps pour pouvoir justement générer une offre assez large de professionnels de santé qui proposeront ces bilans prévention. Mais effectivement, cette idée est là, mais voilà, on n'est pas suffisamment nombreux pour le faire. Même si on s'appelle ministère de la prévention, de la santé et de la prévention, pour être tout à fait honnête, l'équipe qui s'en occupe, ils sont deux. Il y avait ensuite une question sur la formation des professionnels qui mèneront les entretiens. Est-ce qu'ils seront à minima sensibilisés à la posture éducative et à l'entretien motivationnel? Alors, dans la plateforme de e-learning que le HESP va activer à partir de la mi-janvier, il y a des modules de formation ou des modules de présentation, on va dire, des entretiens motivationnels. Donc, cette dimension-là est bien prise en compte. Nous avons aussi reproduit dans le livret d'accompagnement les 2 pages de recommandations de la Haute Autorité de Santé sur ce sujet-là. Voilà. Il y avait une autre question également sur quelles sociétés savantes ont été consultées. Alors, il y en a vraiment plusieurs qui ont été consultés. Là, je n'ai pas le détail exact, mais on pourra vous le transmettre parce que la question, elle arrive pas si régulièrement que ça, mais elle arrive. Voilà, donc je suis désolée, c'est pas moi qui ai procédé aux envois, donc je peux pas vous répondre tout de suite, sauf si Sylvain, qui est notre interne en santé publique, a le détail. Sinon, j'irai vite essayer de chercher dans les archives en parallèle. Oui, Oui, on bonjour, pourra. donc Sylvain Goraska, donc interne en santé publique qui travaille sur les bilans. Je n'ai pas le détail, je le regrette, mais il y a l'HCSP en tout cas. Mais sur le détail pratique des sociétés savantes qui ont été consultées, je ne sais pas. Surtout que je suis arrivé sur les bilans il y a 2 mois, donc je ne l'ai pas, désolé. Sinon, je vais peut-être laisser Sylvain, si cela vous va, répondre aux 2-3 prochaines questions et j'essaie de chercher dans mes mails. Merci. Alors ensuite, il y avait des questions sur la formation 40 heures à l'éducation thérapeutique. Est-ce que ce serait pas, ne faudrait-il pas être formé à cette formation, enfin avoir effectué cette formation? Alors j'ai répondu du coup dans le chat, non, il n'est pas prévu qu'il soit rendu obligatoire d'avoir effectué cette formation, sachant que les contraintes de formation seront donc prévues dans la plateforme e-learning et à travers les outils.
mais il n'est pas prévu de rendre obligatoire ou de contraindre les gens à réaliser une formation pour pouvoir réaliser ces bilans. Ok. Ensuite, on a une question sur le retour des bilans aux médecins traitants. Qu'est-ce qui est prévu? Du coup, je m'excuse si j'ai répondu un peu de façon anarchique aux réponses aux questions dans le chat. Donc, ce qui est prévu, c'est que le médecin traitant pourrait être prévenu à travers le DMP. Alors, je sais bien que c'est à travers le plan personnalisé de prévention qui sera implémenté dans le DMP par le professionnel réalisant le bilan. Je sais bien, pour avoir été quand même un petit temps externe et interne, que ce DMP n'est pas franchement entré dans les mœurs, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu pour que le médecin traitant soit informé. Alors après, il y a un certain nombre de questions qu'on abordera peut-être à la fin sur la rémunération. Il y avait quand même une question sur la différence entre ce bilan de prévention et les actions des infirmiers azalés. J'avoue que je botte en touche, je manquerai de... Mais on va prendre la question et on va regarder. Mais sur les infirmières azalées, la difficulté qui nous remonte le plus, donc de vos collègues dans les autres territoires, c'est cette impossibilité pour l'instant de coter l'acte et donc de facto de ne pas pouvoir participer au dispositif. Nous savons aussi depuis hier soir que les infirmiers qui sont dans des zones surdotées ne peuvent pas, pendant les journées, les médecins, pardon, pendant les journées où ils ont des remplaçants, ne peuvent pas utiliser ce temps pour proposer des bilans de prévention. Donc ça aussi, ça part à l'arbitrage du cabinet santé dès demain matin. Ok. Il y a une autre question sur les bilans qui sont reçus. N'apporte pas forcément grand-chose à la personne qui a posé la question et elle s'interrogeait sur comment aller vers les classes défavorisées qui ne consultent pas. Donc, vous avez répondu sur le aller vers, mais peut-être... Oui, donc les bilans feront l'objet d'une communication la plus large possible, donc comme Christine l'a dit tout à l'heure, donc ça sera des spots publicitaires, des émissions de radio, des publications dans la presse professionnelle, des communications donc, qui seront à la fois vers les professionnels de santé et pour les assurés sociaux. Et pour les personnes défavorisées, il est également prévu des démarches d'aller vers. Mais c'est tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant à ce sujet. Si Christine, vous avez d'autres éléments à ajouter, je vous en prie. Après, au sein de votre patientèle, même si je sais que le terme n'est pas identique pour l'ensemble des cas de profession, vous pouvez aussi proposer activement ces bilans prévention. Des affiches seront mises à disposition, peut-être même des flyers. Enfin, en tout cas, on avait des flyers pour le programme pilote. Donc, vous pouvez comme ça aussi matérialiser le fait que vous voulez proposer. Alors, effectivement, pour les personnes qui sont les plus éloignées du soin, elles ne viennent pas forcément... passe pas forcément devant, devant la pharmacie ou devant votre cabinet médical, mais là, effectivement, à part les opérations d'aller vers, pour l'instant, et le bouche à oreille, entre les assurés sociaux, on n'a pas non plus identifié la solution la plus pertinente. L'assurance maladie nous précise que pour certaines personnes, assurés sociaux qui n'auraient pas renseigné leur adresse email, elle enverra des courriers papier. Et voilà. Je vois également beaucoup de questions par rapport aux infirmières azalées et aux IPA. Donc pour répondre en bloc, parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, pour définir le périmètre des professionnels qui sont habilités en fait à réaliser des bilans, on a saisi la DGOS qui a rendu comme arbitrage qu'il y avait deux contraintes pour pouvoir réaliser des bilans, donc une contrainte de formation initiale, c'est pour ça qu'on a retenu que certaines professions ont été retenues, et la deuxième contrainte, c'est qu'il fallait être lié à l'assurance maladie, donc pour pouvoir coter ces bilans. C'est pour ça malheureusement que pour l'instant, c'est un point qu'on est en train d'instruire, je vous le rassure, parce que vous n'êtes pas les seuls à faire remonter ces difficultés-là avec les IPA et les infirmières azalées. Donc c'est un point qu'on est en train de faire remonter, mais pour l'instant, il n'est effectivement pas prévu qu'elles puissent participer au bilan, en tout cas de façon active. Après, il y avait un certain nombre de questions sur la rémunération avec des questions assez techniques. Alors, ce bilan peut-il être cofinancé avec les ACI CPTS
pour atteindre un niveau plus respectueux du travail engagé par le professionnel de santé libéral? Alors ça, je crains que ça soit une question pour la direction de la sécurité sociale, du ministère. Parce que je ne saurais pas répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la cotation du bilan, ce qui est prévu pour, on sait bien sûr que le tarif de 30 € pour la facturation est largement insuffisant. On n'est pas hors sol, je vous rassure. Toutefois, il est prévu aussi que si jamais, il y a d'autres dérogations à pouvoir ajouter quelque chose, enfin une cotation en plus de ce bilan, c'est si on constate des examens complémentaires à réaliser en lien avec des choses repérées pendant le bilan et des actes de soins à réaliser pour des choses aussi en lien avec le bilan. Et j'en profite aussi pour vous dire que, ces actes-là, la facturation ne sera pas dégotée de moitié. Donc ça sera à taux plein pour les 2 actes qui sont cotables en même temps. Donc, il y avait aussi la demande, quand on parle de 30 € qui paye, est-ce que c'est le patient ou pas? Mais ça, je pense que vous l'avez évoqué. Non, c'est sans avance de frais, donc c'est entièrement gratuit pour le patient. Donc c'est une cotation directe auprès de l'assurance maladie. Et du coup, j'anticipe des questions qui sont apparues depuis les premières visioconférences de lancement et qui portent sur un point que nous n'avions pas anticipé ici au ministère, qui est quid de la situation d'un assuré social qui trouverait le bilan tellement super qu'il en ferait plusieurs auprès de différents professionnels de santé. Donc ça, je suis désolée, je ne l'avais pas identifié comme source potentielle de problème. L'assurance maladie à laquelle nous avons naturellement renvoyé aussi la question nous dit qu'elle ne pense pas non plus que ça sera un gros problème. Donc vous pouvez, si vous avez un doute, si vous avez l'impression que quand même la personne est déjà tellement bien informée côté prévention et connaît bien les différents documents que vous utilisez, lui demander si elle a déjà réalisé un bilan prévention. Il n'y a normalement qu'un seul bilan prévention offert aux assurés sociaux lorsqu'ils sont dans une des 4 tranches d'âge. Maintenant, coter simplement l'acte et puis on trouvera bien s'il y a de la surconsommation de bilan prévention. Voilà. Mais honnêtement, j'en suis sceptique. Mais si ça arrive, on sera quand même content. Mais il n'y a aucun risque pour vous. Il y avait une personne qui s'interrogeait parce que ou elle fait partie de la Société française de pharmacie clinique et étant très sensibilisée à la posture éducative, il n'avait pas eu connaissance d'avoir été consulté, mais vous avez répondu que vous feriez le point et que vous nous renverriez la liste des sociétés alors, je vais peut-être savantes. pas vous renvoyer là. Il faut que je vois si je peux vous renvoyer la liste. En tout cas, il faudra que je retire les noms parce que j'imagine qu'avec le RGPD. Par contre, j'ai la liste du coup sous les yeux. Donc, je vous confirme que les 4 ordres ont bien été consultés à plusieurs reprises, qu'ils vont avoir de nouveau un mail d'information sur le dispositif. Il y a aussi des CNP, donc il y a le Collège de la médecine générale. Il y a le Conseil national professionnel de la pharmacie, il y a aussi le Conseil national professionnel des sages-femmes et le Conseil national professionnel infirmier. Et ensuite, il y a aussi des syndicats de professionnels de santé qui ont été consultés, c'est-à-dire qu'ils ont eu les différents documents au printemps, cet été en relecture. Donc, il y a par exemple le syndicat MG France, le syndicat Le Bloc Union Saint-Goff, la Confédération des syndicats médicaux français. Au niveau des pharmaciens, là, c'est la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, la Société française de pharmacie clinique. Et puis, côté sage-femme, on a l'Union nationale et syndicale des sages-femmes qui a reçu les documents. Côté infirmier, le syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, la Fédération nationale des infirmiers également. Alors, on avait détecté, quand on a commencé à avoir nos premières réunions avec les CPTS dans les Hauts-de-France, que en fait, ces instances n'ont pas forcément relayé des informations ou n'ont pas non plus relayé les documents vers leurs adhérents. N'en soyez pas non plus choqués parce qu'après, il y avait énormément de documents et deux, ils étaient totalement libres de travailler ou d'analyser ces documents comme bon leur semblait. Donc nous, depuis le ministère, on leur a rien imposé.
Voilà. Par contre, si en tant que professionnel de santé, là, vous avez envie justement de participer à cette co-construction, nous allons aussi préparer, mais plutôt en janvier, un dispositif pour pouvoir justement recueillir vos suggestions d'amélioration et participer avec nous à ce processus d'amélioration continue. Je ne peux pas encore vous dire si ça sera une boîte mail générique qui terminera sûrement derrière l'ordinateur de Sylvain qui est en ligne, ou si on dégote des crédits pour carrément faire un tout petit site internet qui permettrait d'avoir des entrées sur plutôt la partie amont, les documents, etc., pour nous permettre aussi à nous, derrière, de pouvoir exploiter plus rapidement, on va dire, les remontées d'informations. Peut-être une dernière question sur l'expérimentation Hauts-de-France. On nous demande quels sont les professionnels de santé qui ont fait le plus de bilans. Du coup, j'ai répondu juste à l'instant, désolé. En fait, on est en attente. Donc, le programme pilote s'est déroulé de novembre à décembre et on est en attente actuellement du rapport de synthèse en fait, sur ce programme pilote qui sera fait par l'ARS en lien avec la CNAM. Et on est en train de. Je suis bien désolé de devoir apporter des réponses souvent décevantes, mais on est en attente de ce rapport de synthèse. Voilà, donc on aura un premier rapport de l'ARS, mais il y a aussi une équipe universitaire qui est en train de mener des entretiens qualitatifs avec les professionnels de santé et certains assurés sociaux. Et là, on aura ce rapport qui arrivera vers le 15 janvier. Donc après, Sylvain et moi et Gaël, on sera en mode 3-4 jours intensifs sur les bilans prévention pour identifier le plus rapidement possible des nouveaux éléments de retour d'expérience qu'on injectera dans les documents, mais également éventuellement en redimensionnant le dispositif si c'est nécessaire. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans un esprit de co-construction. Cela implique malheureusement, et je sais que ce n'est pas forcément très agréable, que vous accédez dès maintenant à des documents, mais qui ne sont pas des documents finalisés, puisqu'on est encore en train de les construire et d'intégrer les retours du terrain. Voilà. Mais je crois que, en tout cas sur la fiche d'aide au repérage, qui faisait 2 pages et maintenant on ne va faire plus qu'1 page et demie. Le retour d'expérience montre que c'est utile en fait de tester les outils sur le terrain. Encore 2 petites questions. Les centres de santé employant des infirmières salariées pourront-ils proposer ces bilans? Oui, les centres de santé pourront effectivement proposer ces bilans. Il n'y a pas de copyright, hein, donc vous pouvez tous y aller. Il faut par contre que ces infirmières salariées voient avec leur employeur si la facturation est effectuée dans le cadre de ce centre de santé ou alors si c'est une facturation liée justement à ces infirmières, mais il me semble quand même, de ce que j'ai compris, c'est qu'en tant qu'infirmière salariée, elles ne peuvent pas pour l'instant coter d'actes. Mais on est en train de travailler avec la direction de la sécurité sociale pour trouver une solution, pour pouvoir introduire une dérogation. Après, il restera la problématique de dans quel outil, etc., comment ça se passe. Autre question, quelle articulation avec ICOP? Alors, notre programme expérimental ICOP qui nous vient de l'OMS, donc il y a effectivement une articulation pour les tranches d'âge 60, 65 et 70, 75. Et on en a beaucoup parlé hier soir avec vos collègues sur le territoire de la RS d'Occitanie. Les 2 dispositifs sont différents, hein. Là, sur les bilans prévention, on est quand même sur une approche holistique de la santé qui prend en compte le bien-être mental, mais aussi la lutte contre les violences sexuelles ou les violences psychologiques, que les femmes ou que les hommes en soient victimes. Et cette dimension-là, par exemple, n'est pas dans ICOP. Donc, en tant que ministère de la Santé, on sait qu'il y a une expérimentation en cours d'ICOP, mais la démarche de prévention que nous préconisons réellement, ce sont les bilans de prévention. Et puis une dernière question, mais pour laquelle la réponse a été apportée. Est-ce qu'on peut prendre la décision d'être volontaire n'importe quand dans l'année 2024? Oui, vous pouvez le faire et vous pouvez décider de n'être par exemple que durant, si vous avez des mois d'activité creuse, vous pouvez le faire à ce moment-là, tout comme vous êtes libre de choisir votre organisation dans la semaine. Si vous ne souhaitez faire du bilan de prévention que sur une demi-journée, je ne sais pas moi, le mardi matin, vous pouvez également le faire.
C'est à vous vraiment de voir avec votre plateforme de prise de rendez-vous ou votre secrétariat comment vous souhaitez vous organiser. Et vous pouvez faire aussi des opérations hors les murs. De nouveaux messages, hein. Sylvain pourra me corriger, mais il me semble que certaines CPTS dans les Hauts-de-France envisageaient éventuellement d'aller plutôt proposer des bilans de prévention pour justement des populations éloignées du soin dans des centres communaux. Parce que des communes avaient proposé de mettre à disposition des salles. Donc, ils se réservaient une demi-journée pour pouvoir faire ça. Une dernière question sur le contrôle prévu en ce qui concerne la formation effectuée par les professionnels de santé qui s'inscrivent. Alors pour le moment, il n'y a pas de contrôle prévu parce qu'on a à cœur que le dispositif soit saisi par un maximum de professionnels de santé. Du coup, il n'est pas prévu de contrôle sur cette formation effectuée. On considère que la formation initiale des professionnels sélectionnés est suffisante pour pouvoir effectuer des bilans. Donc la formation est disponible, elle se fait sur la base du volontariat. On ne veut forcer personne à la faire pour ne pas réduire en fait tout simplement l'offre de prévention qui serait issue de ce bilan. Voilà, parce qu'on sait que vous savez déjà faire de la prévention. Ce qui manque peut-être parfois, c'est le temps disponible pour justement proposer de la prévention à vos assurés sociaux. Et donc, ces bilans prévention visent justement à pallier cet inconvénient-là. Donc là, vous avez un temps dédié de prévention avec les assurés sociaux qui viendront vous voir à un moment où ils ne seront pas malades. Donc, il y aura vraiment du temps dédié à cela. Et vraiment, la plateforme de l'HESP, elle est vraiment conçue pour être la plus ergonomique et la plus simple d'utilisation pour vous. Mais là aussi, on sera preneur de vos retours d'expérience. Si vous nous dites qu'il faut développer, on va dire, des modules sur certaines thématiques, on verra avec le HESP pour le faire. Écoutez, merci beaucoup. Alors, il y a sûrement d'autres questions encore, mais on arrive au terme de l'heure qui était prévue. On prend en tout cas les dernières questions et puis on complétera, hein, comme je l'annonçais en début de séance, une FAQ qu'on alimentera et on reprendra vraiment l'ensemble des questions qui ont été posées, les réponses faites, pour permettre vraiment de diffuser largement ces questions-réponses à l'ensemble des acteurs concernés. Sachez aussi que pour accompagner, hein, la mise en place de ce dispositif en grand test, on vous propose en tout cas de constituer un petit groupe de travail pour justement, peut-être en lien, hein, avec ce qui avait été évoqué précédemment sur les remontées à faire d'évolution des supports ou en tout cas de la démarche, l'amélioration du dispositif de manière plus générale. On peut en tout cas, et on propose de constituer un petit groupe de travail pour vraiment permettre d'avoir votre retour d'acteurs de terrain quant à la mise en œuvre de ce dispositif, notamment sur les freins, les leviers, les difficultés, les opportunités, en tout cas que vous rencontrez pour mettre en œuvre ce dispositif, et puis vraiment permettre de pouvoir accompagner le plus largement possible l'ensemble des professionnels concernés, en tout cas pour ce dispositif. Donc pour ce faire, on vous propose en tout cas de nous vous adresser votre candidature au sein de notre département prévention. Donc l'adresse est inscrite à l'écran. Et cette adresse peut également être utilisée pour poser toute autre question que vous n'avez pas pu poser là et qui viendrait peut-être suite à cette présentation dans les jours ou les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à utiliser cette adresse mail pour toute question supplémentaire. Alors peut-être ma collègue me souffle une dernière question. Oui, j'en vois des Pourquoi rien dernières. Pourquoi pas de bilan entre Bah, 25 et 45 ans? J'étais en train de répondre justement, je pense que le mieux, ça serait de consulter ou qu'on vous envoie le rapport du Haut Conseil de la santé publique, puisque très c'est bien. eux en fait qui ont été saisis sur cette question et qui ont défini que les 4 âges clés, c'était ceux-là. Pour une réponse très courte, simplement, les 4 âges clés sont ceux qui ont été identifiés comme ayant les gains potentiels en santé les plus importants. Très bien, merci. Oui, on pourra effectivement diffuser. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à la DGS de nous avoir fait cette présentation et d'avoir répondu à l'ensemble des questions des acteurs présents. Et merci aux acteurs qui ont participé à ce temps d'échange. Et donc, on ne manquera pas en tout cas de revenir vers vous courant du mois de janvier pour poursuivre en tout cas le travail pour mettre en œuvre en tout cas ce dispositif dans les meilleures conditions sur chacun de vos territoires. Et le PowerPoint sera bien adressé, alors pas ce soir, mais certainement demain au plus tôt. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, bonne soirée, Merci. bonne fête de Bonne fin d'année. soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.